C'est l'histoire de dizaines d'inconnus dont le destin prend un tournant tragique alors que leur avion est détourné par des pirates de l'air. Pour 58 passagers, le vol 648 deviendra un tombeau. Plusieurs pays s'arrachent le terroriste survivant et après une longue chasse à l'homme, le FBI et Interpol parviendront enfin à l'amener devant la justice américaine. Vous écoutez Interpol, les pirates du vol 648, première partie. « 23 novembre 1985, Athènes, Grèce. Ce jour-là, l'aéroport d'Athènes grouille de passagers en provenance de dizaines de pays. 5 mois auparavant, le vol 847 de la TWA a été détourné par des pirates de l'air, entraînant la mort d'un ressortissant américain. La sécurité de l'aéroport est renforcée, mais au moment de passer à travers le détecteur de métaux, Anthony Lyons, un Australien travaillant dans le négoce de l'acier, voit quelque chose qui lui déplaît. L'agent s'est avancé et le type a sorti un appareil photo de sa poche. Mais il n'est jamais repassé par le détecteur. Derrière l'homme à l'appareil photo, 3 jeunes hommes d'affaires se présentent au contrôle de sécurité. Comme Anthony Lyons, ils se rendent au Caire. C'est un voyage qu'ils ont programmé de longue date. Leurs bagages passent les rayons X sans encombre. Lorsque Lyons arrive devant la porte d'embarquement, il apprend que le vol a été retardé. En bout de queue, les 3 hommes d'affaires semblent agités. Elizabeth Fisher est australienne. Cela fait 4 heures qu'elle attend de pouvoir se rendre au Caire en stand-by. Renita Dabi et Shoshana Elias sont israéliennes. Ces 2 amies se rendent en Asie via le Caire car les billets sont moins chers. Drew Williams est américain. Pêcheur de son état, il se rend en Égypte en voyage d'agrément. Lorsque le guichet a enfin ouvert, les gens se sont rués. Au début de la queue, il y avait une femme australienne qui s'est fait voler son tour. Elle faisait la queue depuis longtemps et ça ne m'a pas plu. Lyons oblige un des hommes d'affaires à retourner faire la queue. Il n'a pas aimé le fait que j'intervienne. Il devait vouloir un siège particulier ou être dans une zone précise de l'avion. Les 3 hommes d'affaires finissent par présenter leur billet à l'hôtesse au sol. Omar Marzouki voyage sous une fausse identité. Son véritable nom est Omar Mohamed Ali Rezak. Ses 2 complices, Shakore Salah Salim et Boussaïd Nar Halimdin Mohamed, voyagent également sous une fausse identité. Les 3 hommes appartiennent au réseau d'Abu Nidal, un des plus violents groupes terroristes du monde. Au début des années 80, le terrorisme accroît son emprise mortelle. En 1983, au Liban, la caserne des Marines est victime d'un attentat suicide. En 1985, des terroristes s'emparent du bateau de croisière Achille Lauro et jettent par-dessus bord une personne handicapée de nationalité américaine. En dépit de la sécurité renforcée, les voyageurs se sentent toujours menacés. Ignorant le danger qui les attend, les 91 passagers du vol 648 embarquent à bord de l'avion. Anthony Lyons est assis à côté d'Elizabeth Fisher en classe économique. Le siège de Rezak est juste de l'autre côté du couloir. Salim et Boussaïd ont demandé des sièges séparés. Ils sont respectivement au milieu et en queue d'appareil. Lyons remarque le comportement de Rezak. Je n'ai rien remarqué au début. J'étais occupé à discuter avec Elizabeth Fisher. Mais au bout de quelque temps, lorsque je l'ai aperçu, j'ai remarqué des perles de sueur autour de sa bouche. Il regardait droit devant lui et ses mains trahissaient une grande nervosité. Je me suis dit, ce type a horreur de l'avion. Dans le cockpit, le pilote, Annie Galal, et son copilote, Imad Mounib, passent en revue la checklist. Ils ont hâte de décoller. Nous avions du retard. Les pilotes n'aiment pas ça. À 9h03,
le vol 648 d'Égyptair est enfin autorisé à décoller. « 20 minutes après le décollage, le commandant Galal éteint le voyant « Interdiction de fumer, attachez vos ceintures ». Rezac passe à l'action. Elizabeth Fisher montre à Anthony Fisher son nouvel appareil photo. D'un seul coup, elle est devenue livide. Elle regardait derrière moi et elle s'est écriée « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu « Qu'y a-t-il ?» C'est alors que se produit l'impensable. Rezac surgit des toilettes, hurlant aux passagers en arabe et en anglais de rester assis. Il tenait un revolver d'une main et de l'autre une grenade à percussion de fabrication soviétique. Le vol 648 d'Égyptair vient d'être détourné. Salim et Boussaïd menacent les passagers à l'aide de pistolets et de grenades. Rezac fonce vers le cockpit. J'ai entendu des pas rapides, comme si quelqu'un courait. Annie Galal, pilote. Mais avant que j'aie le temps de comprendre, un individu a enfoncé la porte du cockpit d'un coup de pied. Omar Rezac pointe son arme sur le pilote et lui ordonne de changer de cap. Il lui intime l'ordre de se diriger vers Malte. Le commandant Galal doit réfléchir vite. Mon métier de pilote m'a appris à réfléchir vite. Je suis toujours en train de calculer et d'anticiper en vol. J'ai insisté pour que nous nous posions au Caire, car nos réserves de carburant étaient limitées. Mais il m'a ordonné de mettre le cap sur Malte. Mon copilote a entré un code spécial sur le transpondeur qui a alerté le contrôle aérien d'Athènes que nous étions victimes de pirates de l'air. Sur leur écran radar, les contrôleurs aériens peuvent voir le changement de cap du vol 648 d'Égyptair. Les passagers, terrorisés, n'ont aucune idée où ils se rendent, ni pourquoi. L'hôtesse a fait une annonce pour dire que les terroristes étaient maîtres de l'appareil et que si tout le monde obtempérait, personne ne serait blessé. Les pirates de l'air demandent à l'hôtesse de spécifier qu'ils sont membres du groupe de révolution égyptienne, une faction violente du groupe radical palestinien d'Abu Nidal. Rezac explique au pilote que son organisation condamne le régime égyptien pour la manière dont il conduit ses affaires au Moyen-Orient. Il faut prendre conscience de certaines choses lorsqu'on est dans un avion. Tout d'abord, il ne sert à rien de paniquer parce qu'il n'y a nulle part où aller. On ne peut pas s'enfuir, on ne peut pas se cacher. Vous êtes embarqués, quoi qu'il arrive. Salem ordonne aux passagers de sortir leur passeport. Les pirates font ensuite le tri des passagers. Ils ont récupéré tous les passeports et ils ont appelé les passagers un par un et les ont emmenés à l'avant de l'appareil pour les fouiller. Ils nous ont assis selon un ordre précis. Les Américains, les Australiens, les Belges et les Français étaient tous à l'avant de l'avion. Tous les autres, les passagers grecs et égyptiens, étaient en queue d'appareil. Il y avait 2 jeunes femmes israéliennes. Elles ont été placées à l'avant de l'avion. Salim ordonne également à Anthony Lyons de prendre place à l'avant. Ils ont confisqué mon appareil photo. Il a arraché la pellicule et il a violemment jeté l'appareil contre la cloison à l'avant de l'avion. Il pensait que j'avais pu le prendre en photo avec mon appareil. Lorsque les pirates arrivent à la hauteur de Meda Mustafa Kamal, ce dernier ne se contente pas de présenter son passeport. Tout d'un coup, c'est devenu l'horreur. Il y a eu de nombreux coups de feu, et le pirate qui se tenait à mes côtés a ouvert le feu depuis le fond de l'appareil. Mustafa Kamal est un officier de la police de l'air. Dans le cockpit, Rezac entend les coups de feu.
Ils ont tiré plusieurs fois en direction de l'officier et blessé d'autres passagers. Le policier a été touché plusieurs fois. Au total, 27 coups de feu sont échangés dans le 737. Certaines balles se sont logées dans le fuselage de l'appareil qui se dépressurisait. Annie Galal, pilote. J'ai donc entamé une descente en urgence. On ne peut pas maintenir une altitude de 33 ou 35 000 pieds avec un trou dans la carlingue, parce que le trou s'agrandit de plus en plus. Dans l'appareil, le niveau de pressurisation dégringole. Le pilote fait piquer l'avion. Il doit vite descendre à 14 000 pieds, où l'appareil risque de se désintégrer. À 30 000 pieds au-dessus de la Méditerranée, un détournement d'avion se transforme en fusillade. Les balles fusent parmi les passagers et les membres d'équipage et transpercent le fuselage de l'avion. Anthony Lyons craint le pire. L'appareil a piqué du nez et s'est mis à plonger. La porte du cockpit claquait et s'est violemment refermée. Pendant que l'avion piquait, les masques à oxygène sont tombés du plafonnier. Nous avons dû les mettre. J'ignorais si nous allions nous abîmer en mer, mais j'espérais que ce piqué était contrôlé. Le commandant Annie Galal lutte pour maintenir la stabilité de l'avion et sauver la vie de ses passagers. Lorsque vous perdez de la pression, vous perdez de l'air, et les gens suffoquent. Il faut donc descendre le plus vite possible à une altitude à laquelle les gens peuvent respirer normalement l'air ambiant de l'appareil. Galal stabilise l'avion à 14 000 pieds, mais les choses se compliquent. Je volais à très basse altitude, mais lorsqu'on vole aussi bas, on consomme près d'un tiers de carburant supplémentaire. Il fallait donc que je me pose à Malte. Il contacte la tour de contrôle de l'aéroport international de Lucca sur la petite île de Malte en expliquant la situation. Je leur ai dit que je devais me poser à Malte et ils m'ont répondu que je n'avais pas l'autorisation. À ce stade, le pilote n'a pas d'autre alternative que de s'abîmer en mer. Je les ai suppliés au nom de l'humanité de nous laisser atterrir parce que nous allions mourir et ils seraient responsables. Larry Finerch est le sous-directeur du contrôle du trafic aérien de Malte. Les chances qu'un appareil de ce type résiste à un amérissage forcé sont très faibles. Le bilan humain risque d'être très élevé à cause de l'angle d'attaque de l'avion et de sa vitesse au moment de percuter l'eau. Les autorités maltaises ne veulent pas que l'avion s'écrase, mais elles veulent aussi éviter un incident international. Afin de rendre tout atterrissage impossible, elles ordonnent aux contrôleurs aériens d'éteindre les lumières de toutes les pistes de l'aéroport. Mais Galal n'a pas le choix. L'avion n'a presque plus de carburant. Il doit tenter un atterrissage à l'aveugle. Il effectue un grand arc de cercle et amorce sa descente dans l'obscurité totale. Après l'atterrissage, je me suis dit que je ne voulais plus que ce satané appareil reparte. Je me sentais mieux une fois que nous étions au sol, et c'était certainement le sentiment de tout le monde. L'avion reçoit l'ordre de rejoindre une piste d'atterrissage isolée de l'aéroport où attendent les forces de sécurité maltaises. Dans le cockpit, Rezak est désemparé. Le chef du groupe est sévèrement blessé. Il lui faut donc agir. Il ne pense plus qu'à sauver sa peau et celle du pirate de l'air encore en vie. Il demande que l'on fasse le plein des réservoirs afin que l'appareil puisse repartir.
Il veut également qu'un médecin examine son complice et qu'un ingénieur inspecte les dégâts de l'avion. Les responsables du gouvernement maltais arrivent dans la tour de contrôle afin de superviser les négociations. Ils acceptent d'envoyer du personnel médical à bord, à condition que les pirates relâchent certains des passagers. Vous devez relâcher des otages avant qu'ils vous envoient un médecin et qu'ils refassent le plein. Rezac retourne dans la cabine. Le terroriste ordonne à plusieurs Égyptiens et Philippins de se rendre à l'avant de l'appareil. Ils sont relâchés sur la piste, sains et saufs. Peu de temps après, un médecin est monté à bord. Il a commencé par regarder le pirate qui gisait le long de la première rangée. Il a hoché de la tête pour signifier qu'il était mort. Puis il a ausculté le policier de l'air qui était toujours vivant, bien qu'atteint de plusieurs balles. Chakoré Salim, le chef du groupe, est mort. Tandis que l'équipe médicale évacue le patient, Rezac frappe à nouveau. Alors qu'on évacuait l'officier de la police de l'air, Rezac lui a tiré une nouvelle balle dans le dos. C'était un terroriste de la pire espèce. Une machine à tuer qui avait subi un lavage de cerveau. Il n'éprouve pas la moindre pitié. Il a la tête vide. Il est donc capable de récidiver. Les pirates de l'air ne sont plus que 2 à bord. Rezac menace alors d'exécuter un otage tous les quarts d'heure jusqu'à ce que la tour accepte de faire le plein des réservoirs. Les autorités décident de le mettre à l'épreuve. Ils essaient de négocier le retour des otages sains et saufs. Les négociations étaient destinées à essayer de prolonger la situation pour ne pas remplir les réservoirs de l'appareil. Larry Finerch, sous-directeur du contrôle du trafic aérien de Malte. Nous ne voulions pas que le problème soit transféré vers un autre pays. Le but était de faire libérer le plus grand nombre d'otages. Donnez-nous des otages et nous vous donnerons une contrepartie. De la nourriture, des soins, des ingénieurs, mais pas de carburant. Rezac répond par une démonstration tragique. Il a fait appel à l'hôtesse, Anthony Lyons, passager du vol 648. qui a appelé un nom sur un passeport. C'était celui d'une jeune Israélienne. Elle s'est levée et elle a rejoint l'avant de l'appareil. Rezac l'a forcée à sortir sur la passerelle. Il l'a suivie et nous avons entendu un coup de feu. Il y a eu un silence absolu. On ne pouvait pas y croire. Rezac pousse le corps de la jeune femme sur le tarmac. Personne ne pensait qu'il mettrait sa menace à exécution, mais nous avons immédiatement reçu un appel des forces qui entouraient l'appareil, Larry Finerch, sous-directeur du contrôle du trafic aérien de Malte. qui nous ont confirmé qu'il venait d'abattre une personne au niveau de la porte d'accès de l'avion. Par miracle, Renita Dabi a survécu au coup de feu et tente de s'enfuir. Mais Rezac est sans pitié. Je n'oublierai jamais. Ça m'a donné la nausée. J'ai ressenti un tel vide. À bord de l'appareil, Rezac appelle le nom d'une autre Israélienne. Alors quand il a appelé le nom de la seconde jeune femme israélienne, pour qu'elle se rende à l'avant de l'appareil, la pauvre femme savait ce qu'il attendait. Elle n'a jamais répondu à l'appel. Et l'hôtesse répétait d'une voix stridente, « Il y a une autre femme israélienne à bord, veuillez vous rendre à l'avant de l'appareil. » Shoshana Elias a 23 ans. Elle est terrifiée.
Lorsqu'elle est arrivée à l'avant de l'appareil, elle s'est effondrée devant la porte du cockpit et refusait de sortir. Rezac la poussait dans le dos avec son genou, la forçant à avancer, et il l'a projetée en dehors de l'appareil. J'ai supplié les autorités maltaises de nous donner du carburant afin que nous puissions repartir là où Rezac voulait se rendre. Les autorités maltaises sont au pied du mur. Si elles cèdent, Malte risque de devenir un refuge pour les pirates de l'air. Si elles refusent, une jeune femme innocente mourra. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Alison Herkelens. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.